Edward Goldsmith, à ne pas confondre avec Jimmy Goldsmith. Edward Goldsmith, il est né en 28, il est mort en 2009 ou 2010. Et c'est un philosophe, écrivain, écologiste qui a fondé notamment la revue The Ecologist et qui a également été à l'origine de la fondation de l'association Les Amis de la Terre. Alors son frère Jimmy Goldsmith, c'est le... enfin, pareil quoi, c'est de milliardaire, machin, truc quoi. Et donc, il ne faut pas confondre Jimmy Goldsmith et Edward Goldsmith. Et cette annexe 1 que nous a proposé, cette annexe que nous a proposé Claire, annexe au livre de Edward Goldsmith qui s'appelle le Tao de l'écologie. Voilà. Alors, il a fait une annexe à son livre qui s'appelle La loi de l'entropie s'applique-t-elle au monde réel? La loi de l'entropie s'applique-t-elle au monde réel? Alors, question intéressante. Voici les passages que j'ai surlignés que je propose à votre sagacité. Il est un ensemble de lois physiques qui jouissent d'un statut privilégié. Ce sont les lois de la thermodynamique, en particulier la deuxième, celle que l'on appelle parfois la loi de l'entropie. Voilà. Donc, il indique que le terme entropie a été utilisé la première fois en 1868 par Clausius. D'ailleurs, la deuxième loi de la thermodynamique, elle s'appelle la loi de Clausius-Carnot. Voilà. Carnot étant d'ailleurs antérieur à Clausius, que Clausius a forgé, comme dit Goldsmith, le terme entropie en 1868, et Clausius est né en 1822, il est mort en 1888, alors que Carnot est plus ancien, il est né en 1796 et il est mort en 1832. Donc c'est déjà à la fin du XVIIIe siècle, enfin dès le début du XIXe siècle, que Carnot a planché sur, suite à la machine à vapeur d'Annie Papin, il a planché sur le fonctionnement de cette machine à vapeur et il a imaginé donc les lois de la thermodynamique et la première et la seconde loi de la thermodynamique. Voilà. Donc, Goldsmith nous dit que les lois de la thermodynamique jouissent d'un statut privilégié dans le domaine de la physique. Alors, il nous dit ensuite que la loi de l'entropie a subi le sort de maintes théories scientifiques, à savoir qu'elle est devenue un objet de culte, vénéré comme la clé des secrets de l'univers. Il veut dire par là qu'un certain nombre de philosophes ont mis la loi de l'entropie, de philosophes, de penseurs, de polémistes, ont mis la loi de l'entropie à toutes les sauces, et notamment pour ce qui concerne la biologie et la vie humaine au sens de partie de l'univers, et que la loi de l'entropie serait, d'après ces penseurs, serait la clé de tout le secret de l'univers. Alors Goldsmith se pose cette question. Son titre, c'est « La loi de l'entropie s'applique-t-elle au monde réel ?» La loi de l'entropie, comme il est dit dans son introduction, c'est une loi physique qui part des constatations de ce qui se passe dans une machine à vapeur. Mais on a plusieurs fois évoqué, à propos des lois de la thermodynamique, que c'était des lois anthropomorphiques, c'est-à-dire des lois qui sortaient de la stricte constatation, que ce soit d'ailleurs par induction ou par déduction, la simple constatation des phénomènes physiques,
et que on avait tendance à utiliser le raisonnement thermodynamique pour la vie humaine. Voilà, donc il y a la thermodynamique créée par Clausius et Carnot qui a établi des lois pour le fonctionnement d'une machine à vapeur, hein, on va simplifier, et là-dessus, un certain nombre de penseurs ont utilisé la thermodynamique pour expliquer la vie humaine. D'où la loi de l'entropie s'applique-t-elle au monde réel? Savoir que une machine à vapeur, c'est pas quelque chose de réel. Enfin, réel, c'est quelque chose qui est fabriqué par l'homme. Ce qui est réel, c'est le vent, la pluie, le monde végétal, le monde animal. Bon, c'est dans ce sens-là que Hugo Smith s'interroge. Alors, comment savoir si la loi de l'entropie s'applique au système naturel dans l'écosphère? Oui, alors, Newton, qui est fondateur de la physique, on va dire, hein, la loi de la gravitation, la pomme qui tombe par terre. Pourquoi elle tombe par terre? À partir de là, une fois qu'on a compris pourquoi la pomme tombe par terre, on se met à comprendre un certain nombre de choses. Jusqu'à... Et en fait, toute la physique, avant l'arrivée de la thermodynamique, elle est structurée autour de la loi de la gravitation de Newton. La thermodynamique apporte une idée nouvelle avec la dégradation de l'énergie. Mais Newton a établi sa loi de la gravitation en constatant ce qui se passait dans la nature. Alors que que Carnot puis Clausius ont établi une loi en constatant ce qui se passait dans une machine. Ah, bon. Donc, on a parlé la semaine dernière du principe anthropique. Alors, anthropique, A-N-T-H-R-O et pas E-N-T-R-O-P. Le principe anthropique, c'est que l'homme, alors anthropos, ça veut dire l'homme, le principe anthropique, c'est le principe de l'intervention de l'homme. Et de même que l'entropie, le principe anthropique, c'est assez difficile à saisir, une notion un peu abstraite. En résumé, le principe anthropique, c'est les lois de la physique. Il m'est donné de constater les lois de la physique, moi en tant qu'homme, parce que je les vois en tant qu'homme. Savoir que je ne suis pas sûr que les lois de la physique existent. Alors, je ne sais pas si le chat ou l'animal, et à plus forte raison la plante, voit les lois de la physique. Je ne parle même pas de les découvrir, de les écrire, mais même de les voir. Par contre, moi, homme, il m'est donné la possibilité de les constater. Donc c'est le principe anthropique. Ce qui veut dire que si l'homme n'existe pas, peut-être les lois physiques n'existent pas. Bon. Et là, avec la thermodynamique, on est dans le principe anthropique ou autre appellation anthropomorphisme, c'est-à-dire anthropomorphisme, c'est l'attribution par l'homme d'une forme humaine à quelque chose qui n'est pas humain, à une divinité par exemple. Ça a commencé avec les Grecs qui ont donné des formes humaines aux dieux, c'était de l'anthropomorphisme. Et donc, pour ce qui concerne la thermodynamique, est-ce que cette constatation purement physique, purement technique de ce qui se passe dans une machine à vapeur, avec 1, 2, 3, 4 lois qu'on a établies et qu'on vérifie par l'expérimentation, par la pratique expérimentale, est-ce que cette loi peut s'appliquer au système naturel? Pour la loi de Newton, il n'y a pas de problème. La pomme, elle tombe. Voilà. Bon. Par contre, la pomme tombe parce qu'il y a un arbre et parce qu'il y a un fruit.
Mhm. Donc sur la Terre, il y aura toujours un arbre et un fruit, et il y aura toujours la loi de Newton qui s'appliquera. Donc, principe anthropique, je le constate. Par contre, s'il n'y a pas de machine à vapeur sur la Terre, moi, en tant qu'homme et utilisant mon principe anthropique, je ne peux pas constater que les lois de la thermodynamique existent. Mhm. Bon. Et donc, a posteriori, Goldsmith, mais pas que lui, parce qu'il y a beaucoup de délire sur la thermodynamique, se demande si la thermodynamique, ça s'applique pas également à la vie humaine, donc à l'écosphère, à la nature, en quelque sorte. Si la thermodynamique s'applique à la nature. Voilà la question qu'il pose. Alors, la question qu'il pose, on sent venir d'ailleurs que la réponse, ça va être peut-être non. Euh, Moi, je pense aussi que la thermodynamique, elle s'applique pas à la nature. Alors bon, euh, Roegen en parle ça un petit peu, mais justement, bon, on est là pour, pour creuser un peu cette affaire. Euh, pour ce qui concerne la difficulté de parler, de comprendre le deuxième principe de la thermodynamique qui a introduit l'entropie. Encore une fois, bon, je rappelle qu'on n'est pas là, c'est pas un atelier de physique, c'est un atelier d'économie politique économique ou d'économie politique, et que de toute façon, nous n'avons pas, je n'ai pas, nous n'avons pas la compétence pour rentrer en détail, euh, pour étudier en détail le principe de l'entropie, mais que nous sommes simplement là pour voir comment est-ce qu'il peut être cité, comment est-ce que nous pouvons le citer dans nos discussions sur l'économie, sur la croissance, sur la décroissance. Donc, je pense qu'effectivement que bon, il ne faut pas aller trop loin dans les raisonnements purement physiques, parce que nous n'en avons pas la compétence, mais qu'il faut s'en tenir justement à l'utilisation qu'on peut faire de l'argument de l'entropie dans nos discours sur la décroissance inéluctable, sur l'explication du phénomène, du processus économique de la civilisation industrielle. Voilà. Alors, Goldsmith continue, il dit la vie est apparue sur Terre il y a environ 3 milliards d'années, ou plus précisément, alors, il dit jusqu'à la période historique, il y a à peine 1000 ans. Enfin, je suppose qu'il veut dire que il y a un développement des civilisations complexes à partir de la révolution néolithique. Bon, on peut être d'accord avec ça, bien entendu. Elle a gagné en complexité, en diversité et en stabilité. Euh, ou bien nous sommes tous déments, virgule, rien de semblable à l'évolution n'a jamais eu lieu et l'écosphère avec ses myriades de formes de vie n'est qu'un mirage. Ou bien tout ça n'a pas existé depuis 10 000 ans, ça n'est qu'un mirage. Ou bien la loi de l'entropie ne s'applique pas au comportement des êtres vivants, mais uniquement à celui de la vapeur dans la chaudière d'une locomotive et de l'air chaud en enceinte fermée. C'est-à-dire que moi je comprends, c'est pas très bien dit, hein, enfin bon, c'est traduit, hein. Moi je comprends que s'il y avait la loi de l'entropie, si la loi de l'entropie s'appliquait aux êtres humains, on n'aurait pas eu toute cette évolution depuis 10 000 ans, puisque ça fait monter l'entropie. Si on applique euh, le fonctionnement d'un organisme humain au fonctionnement d'une machine à vapeur, et qu'aujourd'hui on est arrivé à quelque chose de très très complexe. Euh, voilà, donc il se pose la question. Alors concernant la loi de la thermodynamique, euh, la loi de la thermodynamique, les lois de la thermodynamique, notamment la seconde loi, celle de l'entropie, ne s'appliquent qu'à l'échange d'énergie. C'est-à-dire que l'utilisation de l'énergie aboutit à partir d'un certain moment à une dégradation de cette énergie, et l'énergie, il y en a donc de moins en moins. Mais la Terre est un système, n'est pas un système fermé
du point de vue de l'énergie, est un système ouvert puisqu'elle reçoit en permanence de l'énergie du Soleil. Donc, cette énergie qui est dégradée par le fonctionnement du corps humain. Donc là, on parle de la thermodynamique au niveau des espèces vivantes. Et non pas la thermodynamique pour ce qui concerne le fonctionnement d'une machine. Donc, l'organisme humain reçoit l'organisme humain dans le courant de son existence. Il est comme une machine, c'est-à-dire qu'il a des inputs et des outputs. Et il prend de l'énergie, il la dégrade, il fait monter l'entropie. Mais il continue à recevoir de façon permanente de l'énergie solaire. Donc il veut bien la dégrader par le fonctionnement de son corps, on parle là de l'homme. Il veut bien la dégrader autant qu'il veut, il y a toujours le soleil qui arrive. Bon. Alors, là, Huygens dit deux choses. Il dit, oui, mais le soleil n'en a plus que pour 4 milliards et demi d'années. Donc il y a un moment où ça s'arrête. On sait, alors là, il y a un consensus, tous les astronomes, le soleil va s'arrêter. Progressivement, il va diminuer. Alors, chaque jour, le rayonnement est moins fort, mais c'est infinitésimal à notre... Et c'est pas à l'échelle humaine. Bon. Et puis, il dit deuxième chose, c'est que la Terre, effectivement, est dans un système ouvert. Donc, la loi de la thermodynamique ne s'applique pas, puisque la loi de la thermodynamique ne s'applique qu'à un système fermé. Mais la Terre est dans ce système fermé au niveau de la matière. C'est-à-dire qu'elle échange de l'énergie avec l'univers, elle reçoit de l'énergie de l'univers via le Soleil, par contre elle ne reçoit pas de matière. Donc, c'est la raison pour laquelle il a suggéré, et Goldsmith en parle, Huygens a formulé une loi relative à la matière, la 4e loi de la thermodynamique. Huygens le suggère, on le verra plus tard, mais nous le savons déjà, on le verra plus tard dans son livre, il suggère que la matière aussi se dégrade, de même que l'énergie. Quand on l'utilise, la matière, elle se dégrade. Alors, l'organisme humain, lui, il n'utilise pas de matière pour son existence. Il n'utilise que de l'énergie qu'il rejette. Il utilise de la matière, mais c'est de la matière qui est fabriquée en permanence. Bon. Dans le système chasseur-pêcheur-cueilleur. Bon. Dès qu'on passe dans un système qui n'est plus chasseur-pêcheur-cueilleur, il utilise justement de la matière qui n'est pas renouvelable et il la dégrade. C'est la raison pour laquelle la dégradation de la matière, dans le cadre du processus industriel, lorsque l'homme crée sa civilisation industrielle, elle n'est pas compensée par une négantropie matière, c'est-à-dire par une réinjection de matière qui viendrait de l'extérieur. Alors, Goldsmith, grâce à leur mode d'organisation, les êtres vivants sont capables de se procurer l'énergie nécessaire pour conserver leur stabilité. Les plantes vertes par la photosynthèse, les animaux en consommant ces plantes. Un physicien rétorquera peut-être que l'énergie solaire s'est dissipée. Nous lui répondrons « Et alors ?» L'étude de l'écosphère nous apprend que la dissipation est indispensable pour alimenter la formation des êtres vivants et améliorer leur stabilité dans celle de l'écosphère. Les arguments de Georges Huygens en faveur de la 4e loi, c'est-à-dire en faveur de la loi qui établit la dissipation de la matière, sont a priori plus solides que ceux qu'il donne à l'appui de la seconde. En effet, si le monde est bien un système ouvert du point de vue de l'énergie, ce que je viens de dire, il est relativement fermé du point de vue de la matière. Il n'est pas relativement fermé, il est totalement fermé du point de vue de la matière. Enfin, ça, c'est moi qui l'ajoute.
Mais là encore, les êtres vivants sont capables de vaincre cette contrainte en développant des stratégies pour recycler les matériaux dont ils ont besoin. Donc voilà. Voilà le biais dont on a déjà parlé. On a parlé du recyclage. C'est-à-dire que cette dégradation de la matière paraît quelque chose qui n'est pas solvable. On ne peut pas la régler, pas régler ce problème. Autant au niveau de l'énergie, il y a des rêves d'énergie qu'on va pouvoir renouveler. On a déjà parlé des énergies alternatives. Mais par contre, dans le domaine de la matière, nous n'avons pas de mythes, de théories qui disent que on va soit toujours en trouver, soit en trouver de la matière différente. Et ce problème de la matière, d'ailleurs, je constate que de plus en plus de penseurs mettent en avant le problème de la raréfaction de la matière et disent que ça risque bientôt d'être considéré comme plus important que les problèmes d'énergie. Mais jusqu'à présent, cette interrogation matière, alors, je rappelle que le point d'interrogation matière, il est jusqu'à présent, il était considéré comme beaucoup moins grave que le point d'interrogation énergie parce qu'il y a ce mythe du recyclage. Ce mythe qui est vraiment installé, instillé, martelé, enfin tout ce qu'on veut dans l'esprit commun. C'est-à-dire que les élites nous disent il n'y a aucun problème, on recyclera toujours la matière. C'est-à-dire que la matière, on a parlé la semaine dernière du mythe du mouvement perpétuel de première espèce. Et puis du mythe du mouvement perpétuel de deuxième espèce. Le mythe du mouvement perpétuel de deuxième espèce, c'est la même énergie qu'on réutilise indéfiniment. Eh bien, il y a le mythe, disons, de la matière perpétuelle de deuxième espèce. C'est la matière qu'on réutilise indéfiniment. C'est-à-dire qu'on a un stock de cuivre fini dans l'écorce terrestre, qui est de X millions de tonnes, ou milliards. Bon, ça, personne ne le conteste. Mais le mythe nous dit, alors ça n'est pas un mythe, aujourd'hui c'est une croyance qui est extrêmement répandue, eh bien ce million de tonnes de cuivre, il restera toujours million de tonnes parce qu'on le recyclera. On l'utilisera, on fera du fil de cuivre, on fera des voitures, on fera des trains, et puis ensuite, quand l'outil fonctionnera plus, on reprendra nos 10 kg de cuivre, on le recyclera, on aura de nouveau 10 kg de cuivre. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui n'est jamais, enfin qui est très rarement débattu. On débat beaucoup de l'énergie, des conférences sur l'énergie. C'est vrai, on ne va plus avoir les hydrocarbures, donc on aura le nucléaire, ou on aura l'hydrogène, ou on aura la fusion thermonucléaire, on aura plein de choses. Mais la matière, comment est-ce qu'on va régénérer l'oxyde de fer il n'y en a bientôt plus. Comment est-ce qu'on va régénérer l'aluminium? Il n'y en a bientôt plus. C'est le recyclage. Bon. Alors, ça, on a déjà traité. On a déjà fait 1 ou 2 réunions sur le recyclage en montrant que, on ne va pas revenir dessus, on ne va pas refaire la réunion, en montrant que le recyclage, c'est vraiment un mythe et c'est même une idée fallacieuse. Alors, on ne parle pas du recyclage des déchets parce qu'ils sont polluants. Non, on parle de la régénération de la matière dont on a besoin pour faire les fils électriques, pour faire les pylônes,
pour construire les voies de chemin de fer, pour construire les avions, pour construire les voitures. On parle de toute cette matière-là. En fait, de tous les objets qui nous entourent, le siège sur lequel je suis assis, la table, bon, tout ça, alors, à part ce qui est en bois, hein, bon, mais tout ce qui n'est pas en bois, eh bien, sont des matériaux finis, hein, sont des matériaux qu'on va retrouver dans le tableau de Mendeleïev, hein, sont donc des éléments basiques. Et nous n'échangeons pas ces matières avec l'extérieur. Alors que pour l'énergie, on nous dit, bon, il y a le vent. Alors, le vent, on l'échange avec l'extérieur. On va utiliser le vent. Il y a le soleil. Le soleil, on l'échange avec l'extérieur. On va utiliser le soleil. On l'aura toujours. L'eau, l'eau, elle tombe du ciel. Bon, on l'utilisera toujours. Voilà. Donc, on nous propose des solutions de durabilité pour l'approvisionnement en énergie. On ne nous propose pas de solutions de durabilité pour la matière. D'abord, on ne nous en parle pas de la matière. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas que le processus industriel, c'est-à-dire notre vie d'aujourd'hui, tout ce qui fait notre vie d'aujourd'hui, c'est le couple énergie-matière. C'est-à-dire, c'est 50-50. Hein. Il faut 50 d'énergie et 50 de matière. S'il manque la moitié du 50, il n'y a plus rien qui marche. Bon, ça, déjà, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas. Bon. Ensuite, si on pose la question de la matière, on nous dit, la matière, on ne vous en parle pas, parce que de toute façon, ce n'est pas un problème. La matière, on va la recycler. C'est-à-dire que le stock d'aluminium qu'on a, il sera toujours là, jusqu'à la fin des temps, parce qu'on le recyclera. Alors, si on gratte et qu'on nous demande, qu'on peut nous expliquer comment ça marche le recyclage, eh bien, on s'aperçoit que pour recycler, bon, on a deux écueils incontournables, insurmontables. C'est qu'il faut de l'énergie, il faut beaucoup d'énergie pour recycler. On ne recycle pas un TGV, on démantèle pas un TGV en désosse et puis on sort 10 kg de cuivre, 10 kg d'aluminium, 10 kg de zinc. Non, bon, il faut énormément d'énergie. Et d'ailleurs, plus les objets de la société industrielle sont sophistiqués, plus les matériaux finis sont des alliages complexes, et qui sont de plus en plus difficiles à recycler, parce que recycler, ça veut dire séparer. Bon, alors un alliage complexe où il y a de l'antimoine, du cuivre, du zinc, d'ailleurs, d'un point de vue technique, un alliage très très complexe, c'est pas recyclable. On peut pas le. Bon. Donc, on a un problème à la fois d'énergie. On a un problème de technologie. On va dire, ah, technologie, c'est pas un problème, on trouvera. Bon, très bien. Bon, déjà, on fait la liste des problèmes. Un problème de technologie pour arriver à bien dissocier les alliages et retirer les matériaux unitaires, hein, pour les recycler. Et puis surtout, le recyclage, ça tend vers zéro. C'est-à-dire que mes 10 kilos de fer que j'ai... Alors, je ne vais pas vous refaire la parabole de la bêche, hein, un petit peu comme Jésus qui faisait la parabole, je ne sais pas, du sommeur. Il y a pas mal de paraboles dans la Bible. Mais la bêche, elle pèse, le soc de bêche, il pèse 10 kilos quand il sort de l'usine. Hein. 10 ans après, ou 20 ans après, ou 50 ans après, peu importe, on n'est pas 10 ans près, ni à 50 ans près, il pèse plus, sans avoir rien fait, il pèse plus 10 kilos, mais il pèse plus que 9 kilos, parce qu'il y a un kilo comme ça qui s'est disséminé, qui existe, attention, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, ça c'est Lavoisier, et c'est le premier principe de la thermodynamique. Bon. Donc, le kilo qui a disparu du soc de bêche, il est toujours dans l'univers, mais il est irrécupérable pour l'homme. Irréutilisable. Donc, déjà, on a perdu 1 kilo. Ensuite, il va falloir le recycler, enfin, aller le chercher
Il y a un engin de collecte qui va. Bon, le engin, avec des roues, il va user, ça va s'user, ça va utiliser de la matière et ça va utiliser de l'énergie. Ensuite, il faut une usine avec des machines qui consomment de l'énergie et qui s'usent aussi. Parce que la machine qui recycle est une machine qui consomme de la matière aussi. Et de la matière qui se dissipe. Et au bout du recyclage, du premier recyclage, mes 10 kilos qui étaient devenus 9 kilos, eh ben, ils sortent de recyclage, il n'y a plus que 8 kilos parce qu'il y a des pertes aussi. Alors, on ne va pas retenir les chiffres sont. Mais ce qui compte, c'est le principe. Donc, on recycle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Bon, et ça, personne ne le conteste. Alors on dit oui, mais on améliore. Oui, on améliore. C'est-à-dire qu'on améliore, mais c'est comme la consommation des voitures. Les voitures, les premières voitures américaines, les V6, les moteurs V6 ou V8 consommaient 30 litres. 30 litres au 100. Bon, maintenant, moi j'ai une 208, elle consomme 4 litres. Ah, ben oui, mais elle ne consommera jamais zéro. Jamais zéro. Et voilà, et on bute contre des limites. C'est comme le record du monde du 100 mètres en athlétisme. Bon, ben, ça fait 40 ans que c'est 9 secondes 8. Bon, c'était, je sais pas, en 1920, ça devait être 12 secondes, en 1930, ça devait être 10 secondes, voilà, puis 9-8, 9-7, 9-8, et puis tu peux pas descendre en dessous. Donc il y a des limites, voilà. Mais bon, la notion de limite, c'est vrai que c'est une notion qui a été éradiquée de l'esprit du citoyen moyen, puisque les élites nous disent que les limites, ma foi, avec la technologie, la science et l'intelligence humaine, on s'en exonère. Et que il va tout ce que toutes les conclusions auxquelles on arrive, qui ne sont pas issues d'un credo, mais qui sont issues de notre effort d'apprentissage du raisonnement scientifique, peut-être qu'il va se passer quelque chose qui viendra tout contredire, mais dont personne aujourd'hui ne peut imaginer la forme que ça prendrait ou ne peut imaginer la date à laquelle ça va survenir. Bon, il ne faut pas écarter qu'il puisse arriver quelque chose. Oui. Donc, si on nous oppose à notre démonstration que nous voulons implacable, si on nous oppose le miracle, ou le rêve, ou l'événement inattendu, bon, évidemment, on s'inclinera hein, devant le miracle. Tu es obligé de t'incliner. Hein. Alors, il nous dit ensuite, M. Goldsmith, la question que nous devons nous poser est deux points. Pourquoi les scientifiques s'acharnent-ils à nier les preuves théoriques et empiriques de l'impossibilité d'appliquer la loi de l'entropie aux êtres vivants? Alors d'abord, c'est lui qui dit que les scientifiques disent que c'est impossible d'appliquer la loi de l'entropie aux êtres vivants. Alors je sais pas. Moi, je sais pas si je ne sais pas quels sont les scientifiques qui disent on ne peut pas appliquer la loi de l'entropie. Bon, quand on lit Huygens, il nous dit bien qu'il y a la loi de l'entropie, ça s'applique aussi aux êtres vivants. Alors, on le verra un petit peu plus loin. Enfin, on verra. Justement, c'est les chapitres de Huygens qui sont au programme aujourd'hui. Alors, j'anticipe. Il dit oui, la vie. La vie, c'est un petit peu une contradiction de l'entropie. Enfin, c'est une contradiction jusqu'à la mort. C'est-à-dire que l'homme consomme de l'énergie, il la dissipe, et puis il en récupère. Il faut augmenter l'entropie, mais il récupère de la basse entropie. Voilà. Donc, il viole, en quelque sorte, la vie humaine. D'un certain point de vue, ça viole le second principe de la thermodynamique. Mais, encore une fois, il faut rappeler que le principe de la thermodynamique, il s'applique aux machines à vapeur.
Et ni Clausius ni Carnot n'ont jamais dit qu'il fallait étendre le principe de l'entropie, c'est-à-dire le second principe de thermodynamique, qu'il fallait l'étendre à la vie humaine. Il a dit que ça concernait la vie d'une machine à vapeur. Mais on s'est mis à l'étendre. Et on a dit, comme si c'était évident, comme si Huygens, en parlant du processus économique, donc de la machine économique, il parlait aussi de la vie humaine. Et on lui dit, mais alors, vous voyez bien, ça ne marche pas pour l'homme, ça ne marche pas. D'abord, on n'a pas dit que ça marchait pour l'homme, mais même, si on regarde, alors, Huygens a formulé une réponse. Il a dit, oui, l'homme viole, en quelque sorte, à son niveau, la loi de l'entropie, parce qu'il fait augmenter de l'entropie, mais il consomme la basse entropie, et puis ça peut continuer. Mais il faut considérer l'entropie au niveau général, c'est-à-dire qu'il fait augmenter l'entropie du système en général. Et encore plus depuis qu'il est homo industrialis. Voilà ce qu'il répond. Ce qui compte, c'est qu'il faut voir l'ensemble du système, et pas uniquement la collectivité humaine, qui s'en sort, qui arrive à vivre en disséminant, en dégradant de l'énergie, en dégradant de la matière, et qui s'en sort. Alors d'abord il dit jusqu'à quand, et puis il dit, mais de toute façon il faut augmenter l'entropie globale. Voilà. Bon, c'est des trucs qu'on peut, disons, qu'on peut comme ça se mettre, ouais, mais bon, il faudrait passer une vie et constituer une équipe de recherche pour étudier ça à fond, quoi. Bon. Ensuite, alors, un autre artifice destiné à maintenir la loi de l'entropie face à toutes les preuves contraires consiste à postuler que si la Terre est un système ouvert, l'univers dans son ensemble est un système fermé. Autrement dit, la vie sur Terre ne peut se développer qu'au prix d'une augmentation de l'entropie de l'univers. Voilà, là on vient, bon, on rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Oui, mais quid du système global et des autres planètes? En fait, alors un dénommé Mark Braham, que je ne connais pas, fait ressortir qu'un système complètement fermé est une construction théorique. C'est-à-dire, même on n'est pas sûr, alors on rejoint la physique quantique là, on n'est pas sûr que le système solaire soit un système fermé. Il échange, il y a des millions de systèmes, bon, il échange peut-être avec d'autres systèmes. Bon, c'est vrai que là on touche aux limites de ce qu'on peut, imaginer en tout cas. Bon voilà, enfin ça ouvre des interrogations plus que ça n'apporte de réponses aux questions. Bon alors, la loi de l'entropie s'applique-t-elle au monde réel? Moi j'ai envie de répondre, après avoir lu ce texte et puis en connaissant les écrits de Huygens, bon, la loi de l'entropie s'applique à tout, mais la question c'est pas tellement est-ce qu'elle s'applique ou est-ce qu'elle s'applique pas. Ce qui est intéressant dans la loi de l'entropie, c'est la conclusion qu'on peut en tirer. La dégradation de l'énergie, bon oui et alors. À un moment on dit on dégrade le soleil et alors. Bon, dégradation énergie et alors. Est-ce que ça a une conséquence? Alors oui, c'est une conséquence parce que la vie de l'homo industrialis, elle est basée sur la machine industrielle. La machine industrielle, c'est deux inputs, un input d'énergie, un input de matière, et les deux se dégradent. Donc ça a une conséquence, c'est qu'à la fin, la machine s'arrête. Bon. La loi de l'entropie appliquée au monde vivant, c'est-à-dire homme, animal et végétal, bon, eh bien, elle s'applique, mais ça n'a pas de conséquences.
Ça n'a pas de conséquences visibles, en tout cas, à l'échelle du temps humain. Parce que la dégradation anthropique, c'est-à-dire l'augmentation d'entropie, est en permanence compensée par un apport de basse entropie, par le rayonnement solaire, Ok. et que donc, bon, ça s'équilibre. Parce que la vie humaine, encore une fois, n'utilise pas enfin, la vie biologique pour vivre, bon, n'utilise pas de matériaux finis. Donc c'est uniquement une affaire d'énergie. Et l'énergie, il y a une énergie qui est inépuisable à moyen terme, c'est le soleil. Donc ça n'a pas d'incidence. Alors que pour l'activité industrielle, ça a une incidence parce que on a, à très court terme, on a quasiment la certitude que la machine va s'arrêter. Ralentir, progressivement. Alors que pour la vie humaine, animale et végétale, il y a un apport d'énergie suffisant. Parce que si la vie industrielle ralentit ou s'arrête, la vie humaine, elle, va continuer. C'est-à-dire que l'homme, il peut toujours revenir à chasseur, pêcheur, cueilleur. S'il revient à chasseur, on se dit mais c'est terrible s'il n'y a plus la civilisation, enfin c'est terrible, c'est la fin de l'humanité. Bon, si l'homme n'a pas les moyens de développer tout ce qu'il a développé après la période néolithique, bon, il a en tout cas les moyens de continuer à vivre. Parce que pendant 300 000 ans, je ne parle pas du genre Homo, hein, parce que là, à ce moment-là, ça serait 3-4 millions d'années. Mais en tout cas, l'Homo sapiens, qui a 300 000 ans ou 200 000 ans, bon, on n'est pas 100 000 ans près, bon, bah, pendant 200 000 ans, et il avait un mode de vie qui était absolument durable, Mhm. qui était éternellement durable. C'est vrai. Non, il dégradait absolument aucune de ces composantes de mode de vie. Alors que depuis 10 000 ans, chaque jour qui passe, l'homme dégrade les composantes de son mode de vie. Et quand tu dégrades les composantes de ton mode de vie, il y a un moment où, quand tu es tout dégradé, tu n'as plus de mode de vie. Tu n'as plus de mode de Mhm. vie industriel. Tu n'as plus que le mode de vie euh, pré-néolithique. Voilà. C'est-à-dire n'utiliser pour se nourrir et pour se vêtir que ce que la nature donne, sans autres moyens de transformation. Donc c'est pas la fin de l'humanité. La fin de la civilisation industrielle, c'est pas la fin du genre Homo. Parce on oublie quand même que l'homo industrialis, il a 170 ans. Hein. Alors, mais même je ne remonte pas à chasseur, pêcheur, cueilleur, mais je vais remonter au 19e siècle. Le 19e siècle, ça commence à l'année 1800. En 1801, on est au 19e siècle. Bon. Euh, les courbes, comme ça, de prédation des ressources naturelles, d'augmentation de la démographie et d'augmentation de la production de biens, ça démarre en 1850. C'est à partir de 1850 que ça se cabre. Bon. Jusqu'en 1850, il y a une prédation infime des matières finies et il y a une utilisation infime d'énergie. Donc, ça peut durer, c'est-à-dire le mode de vie de 1800, qu'on avait en 1800, il peut durer très longtemps, alors pas éternellement, parce qu'on utilise un peu. Donc, à terme, ça dégrade. Mais, alors, ça, c'est une de mes marottes.
si on déclenche pas la révolution industrielle en 1850, c'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans cette course effrénée vers le progrès illimité, vers l'industrialisation illimitée, et qu'on reste à un mode de vie, disons du début du 19e siècle, sur 1800, combien de temps ça dure? Moi, je pense que ça dure longtemps. Moi, je pense que ça dure au moins, je sais pas, plusieurs milliers d'années. Ce qui est encore pas grand-chose. Mais bon, si tu as un projet de société, que tu dis aux gens, écoutez, je vous vends un truc là, c'est 10 000 ans. Mon truc, il dure 10 000 ans. Là, je vous propose un mode de vie, pendant 10 000 ans, ça marche, pas de problème. Là, c'est un programme qui tient la route. Mais ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver. Le truc, c'est ça. C'est, Hein, voilà. Alors là, on nous met, voilà. on nous met du Dubaï, du jet privé, du yacht, et Voilà. on peut pas Voilà, résister, voilà. quoi. Plutôt que de redevenir paysan, agriculteur, tout le monde paysan, agriculteur. C'est la raison pour laquelle. Il y a des gens qui essayent, mais qui est vraiment prêt à le faire voilà. vraiment, je crois. Voilà, l'argument massu, ça fait pas rêver. Or, la politique, c'est quelque chose qui doit faire rêver. Et voilà, c'est la raison pour laquelle ce groupe de réflexion, ce petit groupe de réflexion s'appelle la décroissance inéluctable. Parce que ça n'arrivera jamais volontairement. Jamais volontairement. Pourquoi? Mais parce que ça ne fait pas rêver. Comme Gildas le dit. Écoutez, là, je vous propose, je m'appelle Jean-Luc Lorue, par exemple, je vous propose un programme qui vous garantit la stabilité pendant 10 000 ans. Et merde, j'ai aucune voix. Pourquoi? Parce que mon programme ne fait pas rêver. Voilà. Donc, ça veut dire un programme, c'est quelque chose de volontariste, hein, c'est volontaire, nous sommes d'accord volontairement pour le faire. Bon, voilà. Il ne faut pas rêver.